Alors, bonjour à tous. Alors, comme l'a dit Baudouin, je suis Mike van der Bruggen et depuis 4 ans maintenant, je rends des visites à des centres fermés et depuis 2 ans surtout dans le centre de Merksplas et cela en tant que collaboratrice. Alors, le rôle des visiteuses n'est pas vraiment un rôle très connu et c'est pour ça que je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Et je vais aussi vous parler du travail que font les ONG dans ces centres fermés. Après, je vais vous emmener dans une visite virtuelle du centre. Il n'y a pas d'image récente, en tout cas pas d'image qui filme ce qui se passe dans les centres. Plusieurs ONG qui sont représentées ici aujourd'hui sont représentées ou sont rassemblées dans le groupe Transit, qui est une plateforme qui essaye de faire le suivi de la politique et de ce qui se passe dans les centres fermés en Belgique. Il y a des visiteurs qui sont soit des volontaires, soit des personnes payées, et ces visiteurs vont très régulièrement dans les centres fermés, au moins une fois tous les 15 jours. Nous avons une accréditation pour cela, c'est une autorisation du service ou de l'Office des étrangers. Et avec mes collègues, nous sommes la seule surveillance régulière finalement que la société peut faire dans ces endroits de privation de liberté qui sont très peu connus. Il y a aujourd'hui 10 visiteurs pour 5 centres fermés. 5 centres fermés hébergeant ou renfermant à peu près 6 000 personnes, 6 000 personnes en détention administrative. En 2015, nous avons visité à peu près 650 détenus, soit 10% du total. Toutes les personnes qui rendent visite dans un centre fermé ont une mission qui se articule en 3 volets. Et ils sont tous les 3 aussi importants. Alors, en premier lieu, première mission, nous offrons un soutien psychologique aux détenus. Nous sommes à leur écoute, nous sommes là pour eux et nous écoutons, nous sommes à l'écoute de leur expérience. Ils peuvent nous raconter ce qu'ils veulent en toute confiance. Nous sommes aussi un lien avec le monde extérieur parce que nous contactons à leur demande uniquement leur avocat, la direction, la famille, des amis, un médecin peut-être. Deuxième mission, nous sommes là pour les informer et répondre à leurs questions. Leurs questions portent généralement sur leur position juridique. Par exemple, on lit les documents comme une demande d'asile négative, on leur réexplique ce que ça veut dire, on explique également le fonctionnement des procédures. Pour la plupart des personnes, la détention est quelque chose d'abrupt et d'assez difficile et lorsque ces personnes arrivent dans le centre, eh bien, mentalement, elles ne sont pas toujours à même de bien comprendre ce qui se passe. Et c'est pour cela que nous prenons le temps de vérifier avec elles pour voir ce que ça veut dire finalement d'être enfermé. Troisième mission, nous surveillons et nous contrôlons ce qui se passe dans ces centres, c'est-à-dire qu'on a un peu le rôle d'un watchdog. Après, donc nous en parlons avec la direction, parfois avec les services sociaux et aussi avec les détenus eux-mêmes. Nous demandons aux détenus ce qui s'est passé durant la semaine. Nous demandons s'il y a eu des problèmes, s'il y a eu des sanctions par exemple, comment ça se passe, pour combien de temps, est-ce que les personnes ont accès à un avocat, à un psychologue, à un médecin. Et si nous voyons des choses qui sont un peu contradictoires ou qui posent question ou qui ne seraient pas conformes à la loi, qui font penser aux médiateurs, à l'Organisation des Nations Unies, ou s'il y a d'autres informations, eh bien nous retenons ces informations et nous allons en parler d'abord à la direction.
nous contactons les instances. Et si nécessaire, nous contactons l'Office des étrangers pour parler de ces choses. Toutes les informations que nous rassemblons, nous les ramenons aussi vers le groupe Transit, notre plateforme qui se réunit toutes les 6 semaines. Et le rapport que nous présentons aujourd'hui est un rapport basé sur les données de 2015, nos données. Alors, comment se passe une telle visite? En tant que visiteur, je m'annonce 24 heures à l'avance et je peux y aller entre 10 heures du matin et 6 heures du soir. Et tous les mercredis, je me rends à Merksplas, dans la campagne. C'est idyllique, hein? La route est très belle, le trajet est très sympa. Mais je peux vous dire qu'il y a un énorme contraste avec la journée que je vais passer dans ce centre fermé. Et lorsque je fais le trajet, eh bien je pense à toutes ces personnes que j'ai suivies. Je me dis, tiens, est-ce qu'Ali est encore là? Est-ce qu'il a pu avoir une interview avec le commissariat général? Est-ce qu'Hamid a pu voir son fils? Comment va Mamadou? Est-ce qu'il peut maîtriser ses frustrations? Et la question que je me pose à chaque fois, c'est mais qui sera encore là et qui ne le sera plus? Bien souvent, je suis seule, même si un de nos objectifs est d'aller à 2 dans ces centres. Comme ça, on peut parler de ces questions, on peut partager et on peut faire un débriefing après la visite. La visite commence toujours par un entretien avec la direction. Chez moi, c'est la direction, mais dans d'autres centres, ça peut être le service social aussi. Et alors, nous parlons de ce qui s'est passé la semaine qui est écoulée, ou s'il y a eu des nouvelles choses. Par exemple, est-ce que pendant les fêtes, il y a eu un moment festif pour les détenus? Je pense au Nouvel An, comment ça s'est passé? Mais alors, est-ce qu'il y a parfois eu des petites manifestations ou des grèves de la faim aussi? Et outre ces questions générales, on veut aussi parler à la direction de questions individuelles posées par les détenus. Ainsi, par exemple, les détenus peuvent avoir un souci avec les repas qui leur sont proposés. Après, un gardien m'accompagne vers l'espace où je peux rendre visite aux gens. Et depuis peu, on a accès à tous les espaces dans les centres fermés. Donc je peux me rendre librement dans le centre et parler aux détenus. S'il y a des personnes qui veulent me parler seul à seul, eh bien je peux disposer d'un local pour le faire. En une journée, j'arrive à voir 8 à 15 personnes. Enfin, ça dépend si je suis seule ou si on y va à 2. Certaines discussions ou certains entretiens peuvent prendre beaucoup de temps. Et à d'autres moments, on parle juste un tout petit peu, on dit bonjour, comment ça va, et on est juste présent, quoi. La journée ne se déroule jamais de façon identique. Chaque visite est différente. Les récits aussi, il y a des personnes qui ont énormément de choses à raconter, qui nous parlent de leur famille, et puis quelqu'un d'autre, par exemple, est une boule de frustration parce qu'il n'arrive pas à sortir de ce centre. Donc les entretiens, les discussions sont très variables. On parle à tout le monde dans le centre. Parfois, on me dit, mais est-ce que vous ne voulez pas éviter que les gens ne soient renvoyés? Et ça n'est pas notre point de départ. En tant que visiteurs, nous avons une position neutre, indépendante. Donc nous n'avons pas de lien avec les pouvoirs publics et donc nous sommes tout à fait neutres. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien pour désamorcer un petit peu la violence, la frustration et tout ce qui peut y vivre. Nous ne jugeons pas, nous écoutons le détenu. Le visiteur part donc du souhait du détenu. On respecte la volonté du détenu. Le détenu doit faire ses propres choix. Mais en tant que visiteur, bien entendu, on veille toujours à ce que l'information soit correcte. Ainsi, quelqu'un m'a raconté qu'il voulait à tout prix éviter d'être expulsé. Je respecte le choix de ce détenu, mais je lui dis ce que ça implique. Je lui
Je lui explique ce que ça veut dire quand on s'oppose à une expulsion ou un rapatriement. Je lui explique comment ça va se passer et je lui explique aussi que son comportement peut engendrer une certaine violence. S'il arrive à ne pas faire partir le vol, il doit revenir au centre médical, il a un examen médical à subir et il a un certificat médical. J'explique aussi toujours la procédure des plaintes. Les gens doivent être informés de la procédure des plaintes. C'est quelque chose qui est affiché dans le centre aussi en 3 langues, mais on se rend compte que les gens s'occupent de beaucoup de choses et ils ne prennent pas le temps de lire ces procédures. Donc, nous veillons à toujours bien expliquer la procédure des plaintes. Alors, comme je l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de récits différents au cours d'une journée, j'ai beaucoup de demandes d'aide aussi. Beaucoup de détenus ne comprennent pas pourquoi ils sont dans un centre fermé. Quand la personne vient d'arriver, elle est souvent en état de choc. Une personne qui est là depuis longtemps est souvent plus frustrée de son séjour. Les gens se sentent traités comme des criminels. Et ça, c'est quelque chose qui revient dans chaque entretien. Les gens ne comprennent pas. Une personne, par exemple, m'a dit, et je cite, une personne m'a dit « Je ne suis pas un criminel, mais je suis dans une prison ». En Belgique, il faut être un véritable criminel pour être enfermé pendant plusieurs mois. Et moi, je n'ai rien fait et je suis là depuis plus de 3 mois. Ce n'est pas juste. Donc, ça, c'est des choses que les gens me disent à chaque fois. Comme dans le monde extérieur, vous avez des personnalités très différentes, très variées dans un centre et chacun gère la situation comme il le peut. Ce qui m'étonne et ce qui me touche chaque fois, c'est qu'il y a des gens qui se préoccupent des autres. Quand les gens sont là depuis longtemps, ils deviennent une sorte de référence pour le groupe. Ils interviennent par exemple comme interprètes. C'est quelque chose que je trouve très fort, très beau, parce que chacun a sa misère. Et en plus, ils sont souvent à l'écoute de la misère des autres. Et donc finalement, ils portent aussi la misère des autres. Et pourtant, ils le font. Ils sont là, ils parlent devant les détenus, avec les détenus, et c'est ça qui leur permet de tenir souvent. Il y a aussi des personnes qui sont dans une phase de déni complet. La semaine dernière, dans le Standard, il y avait un article de Ine Littard, qui fait de la recherche à l'université de Gand, et qui en parlait aussi. Elle disait que les détenus s'accrochent à l'espoir. Et lorsqu'ils nient leur rapatriement qui est proche, eh bien pour eux, c'est la seule façon de gérer l'énorme stress de la détention. Surtout parce qu'ils perdent le contrôle de leur propre existence et le contrôle de l'existence de leur enfant. D'autres personnes, par contre, veulent partir le plus vite possible. Ces personnes se disent « Ok, c'est bon pour nous la Belgique, c'est fini, partons le plus vite possible ». Et parfois, dans ces cas-là, le rapatriement ne se fait pas assez vite. Et donc, ces gens-là sont très frustrés. Pas seulement à cause de ça, mais les détenus, et comme je le disais, être détenu, c'est très stressant. D'autres personnes, par exemple, vont réagir en allant faire du fitness, mais de façon exagérée. Ce qui est dommage, mais qui arrive aussi, c'est qu'il y a des détenus qui vont s'adonner à une violence verbale ou physique sur du matériel, sur des détenus, sur du personnel, avec les conséquences que l'on imagine. À chaque visite, il y a quelqu'un qui est dans ce régime adapté, où il y a chaque fois aussi des personnes en isolation. D'autres personnes retournent leur frustration contre elles-mêmes et partent en grève de la faim ou s'auto-mutilent. La grève de la faim, c'est quelque chose, il y en a beaucoup moins ces dernières années. Ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a des personnes qui se sentent humiliées par l'enfermement, par la détention. Et ces personnes sont fort gênées de la situation. Et donc, ces personnes ne contactent pas la famille dans le pays d'origine. Ces gens savent qu'ils seront renvoyés, mais ces personnes préfèrent être renvoyées et se retrouver tout à fait seules dans leur pays d'origine plutôt que d'aller retrouver leur famille parce que ces gens se sentent humiliés et pour eux, c'est un véritable échec que de devoir rentrer dans leur pays.
En tant que visiteurs, nous sommes témoins de la difficulté de vivre en enfermement comme ça. Ne plus pouvoir cuisiner, ne pas pouvoir se lever quand on veut, ne pas pouvoir faire la sieste quand on veut, ne pas pouvoir lire le journal, sortir dehors tout simplement. La vie dans un centre fermé ne permet pas tout cela. La vie de groupe a aussi un impact important sur les détenus et crée beaucoup de stress. Un détenu m'avait dit ainsi que parfois il allait aux toilettes juste pour pouvoir être seul et pour pouvoir pleurer. Ensuite, il se nettoie le visage à l'eau fraîche pour effacer les traces de ses larmes et il repart dans le groupe en espérant que ça ira mieux. Le fait que les gens ne savent pas combien de temps ils vont y passer, ça aussi c'est un facteur de stress important et ce n'est pas seulement le cas en Belgique, c'est quelque chose qui est confirmé dans plusieurs pays. Si on compare à d'autres centres, Merksplas est un centre très isolé qui est difficilement joignable via les transports en commun. Il est difficile pour les membres de la famille, pour les amis de s'y rendre, de rendre visite. Les heures de visite sont limitées à 1 heure par jour au milieu de la journée. Donc les personnes qui travaillent ne peuvent rendre visite que le week-end au centre. Ou s'il y a des enfants qui doivent, ou si ce sont des enfants qui doivent aller à l'école la journée, eh bien ces enfants ne peuvent rendre visite à leur père que le week-end aussi, ce qui crée un sentiment d'isolement. Si je me repenche sur ces 4 années de visite, depuis que je suis visiteuse, j'observe une évolution qui me préoccupe. Et le rapport le confirme. Au début, je rencontrais essentiellement des personnes qui avaient un récit juridique complet. Les entretiens que je menais étaient des entretiens pour les accompagner et pour clôturer un chapitre important de leur vie. C'était une sorte de processus d'acceptation que j'accompagnais. Mais plus les années passent, plus je vois que le public là-bas change et maintenant je vois chaque semaine des personnes qui mettaient sur pied, par exemple, un projet d'avenir, qui voulaient se marier. Et on voit ici que des personnes qui s'aiment seront séparées pendant longtemps. Je vois souvent des personnes avec des problèmes médicaux aussi. Des personnes qui avaient planifié une opération, mais qui, du fait de leur enfermement, ne peuvent pas se faire opérer. De plus en plus souvent aussi, on rencontre des personnes qui ont un handicap physique ou mental, ou alors des personnes qui étaient en route vers la Belgique, mais qui ont été arrêtées à leur arrivée à Bruxelles, des personnes qui n'ont même pas eu l'occasion de faire une demande d'asile, et des personnes qui, du fait de leur détention, ne sont pas bien préparées à l'interview pour leur demande d'asile. On doit contacter plus souvent des avocats aussi, on doit faire appel à des médecins externes pour que les détenus puissent faire valoir leurs droits. En tant que visiteur, c'est souvent frustrant, je me sens souvent impuissante et la complexité fait qu'on ne peut pas aider tout le monde au même moment et de la même façon. Chaque assistant social connaît des histoires qui ne le lâchent plus, qui ne le quittent plus. Et je voudrais vous partager quelques-uns de ces récits. Il y a beaucoup de personnes auxquelles je repense régulièrement. Il y a eu Mamadou, un gamin, il avait 18 ans à peine. Il essayait de faire le grand. Il était arbitre dans la compétition de foot pour les jeunes. En tant que mineur non accompagné, il avait eu un studio à lui. Mais voilà, il était arrivé en fin de procédure. Il était là, détenu. Ce qui me frappait, c'est qu'il essayait de se montrer très fort, mais qu'il était très fragile. Il n'avait que 18 ans, c'était un enfant. Et enfin, finalement, il a été rapatrié le soir de la Noël. Il y avait un homme, un Iranien, qui a été ramené jusque 3 fois, à 3 reprises en Iran, mais il n'était pas accepté là-bas. Il est revenu en Belgique, il a été détenu à 2 fois. Au total, il a été 6 mois en détention.
Et cette détention de 6 mois, il travaillait ici en noir, mais cette détention de 6 mois a fait qu'il perdait son travail, il avait perdu son logement aussi puisqu'il ne pouvait plus payer de loyer. Il y a eu Marie aussi, qui a été séparée de son petit gamin pendant... elle a été séparée de son enfant pendant quelques semaines, mais le bébé n'avait pas la nationalité ou la même nationalité que le père. Il y a eu Mahmoud, par exemple, un homme, un Afghan, et comme je le disais tout à l'heure, un homme qui soutenait le groupe, qui était quelqu'un de très chaleureux, qui était très diplomate, qui avait un excellent lien avec le personnel du centre. Au bout de quelques mois de détention, il a été libéré. Il était reconnu comme étranger et il a pu rejoindre ses filles qui avaient la nationalité néerlandaise et qui avaient grandi aux Pays-Bas. Et puis il y avait François. François a eu la visite de mon prédécesseur. Il a été rapatrié avec un vol spécial juste avant la naissance de son fils. Il est revenu en Belgique, il a fait une demande d'asile, il a été arrêté sur place et il a été ramené immédiatement à Merksplas. Sa copine, entre-temps, était devenue belge, son fils avait déjà quelques années. Sa demande d'asile a finalement été rejetée et il a été rapatrié dans un vol collectif. Une année plus tard, un an plus tard, j'ai eu un message. Il se portait bien, il était en Belgique, il avait rejoint sa famille et il disposait d'un permis de séjour. Mais il avait également ce traumatisme qu'il portait. En tant que visiteurs, nous sommes témoins de traumatismes, de beaucoup de traumatismes humains. Même si la personne accepte son rapatriement, elle souhaite quand même partir au plus vite ou alors elle est libérée avec un permis de séjour. Mais de toute façon, ça laisse des cicatrices. Tous les détenus trouvent qu'être enfermé, c'est quelque chose de très humiliant. Et je pars toujours avec des sentiments partagés. Je suis heureuse d'avoir pu soutenir les personnes dans leur dignité. Je suis heureuse d'avoir pu être à leur écoute, d'avoir pu aider parfois très concrètement. Mais c'est quand même moi qui sors, c'est quand même moi qui vais vers la liberté. Et laisser des personnes derrière moi qui sont enfermées, eh bien après tant d'années, je ne m'y fais pas. Et à chaque fois, je me pose la question de savoir si la détention est vraiment la mesure ou le dernier recours possible et s'il n'y a vraiment pas moyen de faire autrement. Merci.